Bonjour, c'est Jérôme à la ferme de Boufil pour la deuxième vidéo de la chaîne YouTube qui lui est consacrée. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la grange, de l'étable dans laquelle on voit les vaches. Et pour en venir ensuite à mon sujet concernant la race béarnaise, je vais devoir vous faire un petit cours d'histoire agricole pour comprendre les enjeux de la conservation de cette race. Alors, aujourd'hui, les vaches donc sont dans l'étable, puisque malheureusement, on n'a pas eu de pluie depuis un bon moment. Mes prairies commencent à être vraiment sèches et donc je distribue du foin aux vaches. Alors, vous avez ici un exemple de ce qu'on appelle une étable entravée. Donc c'est le système tout à fait ancien dans lequel on logeait les vaches pour la nuit et lors des intempéries pour l'hiver. Parfois l'hiver, les animaux pouvaient passer plusieurs mois à la tâche dans ces étables. Alors on pourrait croire que c'est un système très archaïque parce qu'il est ancien, mais néanmoins il présente un très grand avantage, c'est celui qu'il confère avec la proximité des animaux. Donc, dans une étable entravée, il faut en fait attacher et détacher les animaux 2 fois par jour. Donc, là, vous avez une chaîne. Et le fait de venir attacher et détacher l'animal plusieurs fois par jour permet de nouer une relation de confiance. Voilà. Les animaux nous connaissent très bien et on peut travailler en toute sérénité. Cette aptitude est pour moi très importante puisque j'attache une grande importance à la relation homme-animal et dans le cadre d'un projet futur d'attelage bovin pour le travail, c'est important d'avoir des animaux avec lesquels on peut bien travailler et bien réagir. L'autre avantage de cette proximité avec les animaux, comme la petite fauvette, la velle, c'est que le fait de les manipuler quotidiennement va permettre plus tard, lorsque vous aurez besoin de la traire, de la faire inséminer ou d'intervenir sur elle, d'avoir un animal qui est tout à fait en confiance, avec lequel on pourra travailler aisément. Donc voilà l'avantage vraiment de l'étable entravée. Alors, ne croyez pas que les vaches sont malheureuses d'être attachées. Vous voyez, les chaînes sont quand même lâches. Elles sont lisses. Elles ont de quoi manger, de quoi boire, grâce à des abreuvoirs, donc des buvettes qui sont alimentées par un système. Donc la vache pousse la palette avec son museau et l'eau arrive au fond de l'abreuvoir, ce qui lui permet donc de s'abreuver. L'inconvénient de l'étable, c'est qu'il faut sortir le fumier à la main quotidiennement, mais l'avantage indéniable, ça fait les bras. Alors, pour le cours d'histoire agricole d'aujourd'hui, puisqu'on va en venir au principal sujet qui nous préoccupe, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de l'agriculture depuis les 70 dernières années, qui va expliquer pourquoi la race béarnaise a failli disparaître. Donc, avant la Seconde Guerre mondiale, la France était restée un pays très rural, même on va dire un petit peu archaïque. On était très peu motorisé. Les structures agricoles étaient souvent des structures familiales, employant beaucoup de main-d'œuvre sur des petites surfaces avec peu d'animaux. Il y avait un très grand nombre de races locales, que ce soit des vaches, des chevaux, des chèvres, des moutons, des chiens, que sais-je. En fait, ces races-là, elles avaient été longuement et patiemment sélectionnées par les paysans du terroir pour en faire des animaux qui répondaient à leurs attentes. Le plus souvent, les vaches ou les bovins étaient la richesse, on va dire, de la famille et de l'exploitation. Et c'est également elles qui nous fournissaient la force de traction
pour pouvoir labourer les champs. Donc on comprend que c'était vraiment des animaux importants puisque d'eux dépendait en partie notre subsistance, notamment au niveau des récoltes de blé et par là donc même du pain. Donc les races locales rustiques d'autrefois étaient le plus souvent aptes à pratiquer, on va dire, 3 métiers. C'est-à-dire qu'on pouvait les utiliser pour traire, avoir un petit peu de lait, faire du fromage qui permettait de nourrir la famille pendant l'hiver ou d'en vendre un petit peu sur les marchés pour avoir de l'argent frais. On pouvait les utiliser pour faire des veaux ou des bœufs qu'on vendait. Alors on ne les consommait pas souvent à la ferme puisque c'était de la viande chère, donc la plupart du temps on les vendait. Et enfin, on pouvait faire travailler ces animaux. Donc pour faire travailler ces animaux, on utilisait autrefois une pièce de bois qu'on appelle chez nous le joug. Donc le joug est une pièce de bois avec des liens en cuir, et ces liens en cuir permettent d'assujettir le joug à la tête de l'animal en liant les cornes sur les pièces de bois. Donc là, vous avez le joug de mon grand-père qui a encore ces liens de cuir. Et là, on a un joug qui est un peu plus long, qui est du Lot-et-Garonne. Une fois que l'animal était attelé à cette pièce en bois, on pouvait lui faire traîner un tombereau, une charrette, une charrue, ou tout outil nécessaire donc, au travail de la ferme. La guerre arrive, avec tous les dégâts qu'elle incombe, et finalement, donc, à la fin de la guerre, se pose un grave problème en France, c'est qu'en fait, on n'a plus assez à manger. La population française, la France, est incapable de subvenir à ses besoins alimentaires. Le gouvernement de l'époque décide alors de faire de son cheval de bataille l'autosuffisance alimentaire du pays. Et pour ceci, pour arriver à ces fins, il faut moderniser l'agriculture française qui était alors, il faut l'avouer, un peu arriérée. Donc, avec le plan Marshall, on va commencer par importer de nombreux matériels agricoles. Donc, des faucheuses, des machines et surtout des tracteurs. Et ces tracteurs vont petit à petit, à partir des années 50, remplacer dans les campagnes la force motrice qu'on tirait jusque-là des vaches ou des chevaux. Donc, ces races locales, patiemment et longuement sélectionnées, deviennent subitement inutiles puisqu'on ne les fait plus travailler. Et pour accroître donc la productivité, puisqu'on s'engage dans la voie d'une agriculture productiviste pour produire de grandes quantités au détriment de la qualité, le gouvernement décide également d'éliminer certaines races de vaches, ou de cheval, ou de moutons, ou de chèvres, devenues, à leurs yeux, improductives et inutiles. Donc pour éliminer ces races locales, ils avaient décidé plusieurs options. Donc on pouvait soit faire fusionner des races locales entre elles, on va dire celles qui présentaient quelques aptitudes ou physionomies similaires. Donc ça a été le cas pour la béarnaise, puisqu'on a tenté de la fusionner avec la garonnaise et la blonde du Quercy. On peut également éliminer des races locales en ne leur attribuant plus de subventions ni de soutien, en interdisant la monte naturelle, puisque qui dit plus de monte naturelle autorisée, au bout d'un moment il n'y a plus de taureaux de la race pure et donc la race s'éteint. Et enfin, à partir des années 50, la diffusion de l'insémination artificielle a permis de sélectionner les races voulues par le gouvernement en les multipliant et d'en éliminer d'autres. Donc, au ministère de l'Agriculture siégeait Monsieur Quitté, qui a été chargé de mettre en œuvre toutes ces procédures de simplification de la carte de France des races bovines. Si bien qu'en quelques années, en l'espace de 30 ans, ces efforts si bien suivis ont conduit à la disparition ou à la menace de disparition la plupart des races de vaches en France. À l'heure actuelle, il faut savoir qu'en France, il y a environ 18 millions de bovins. Sur ces 18 millions de bovins, environ 5 races se partagent les 90% du nombre, du chiffre. À savoir pour les races laitières,
la Primolstein, la Montbéliarde et la Normande. Et pour les races à viande, la Limousine et la Charolaise. Les autres races représentent vraiment une part infime du cheptel français. Donc, au bout de 30 ans d'une politique d'élimination des races locales, l'Institut de l'élevage, à la fin des années 1970, s'inquiète quand même de la disparition de cette biodiversité. Donc à l'époque, l'ingénieur chargé de l'Institut de l'élevage commence à engager des actions en faveur de la sauvegarde et de la préservation de ces races-là. En 1978, il restait 75 vaches béarnaises et 3 taureaux en monte naturelle. En 1945, pour vous donner une idée, il y avait encore 270 000 vaches béarnaises. Donc il était vraiment temps d'engager des actions concrètes pour sauver ce qui pouvait l'être encore. Donc c'est alors que le Conservatoire d'Aquitaine s'est mis de la partie pour tenter de préserver la race. Quelques années ensuite, l'association de sauvegarde de la race béarnaise a été créée et grâce aux efforts conjoints de ces organismes et d'éleveurs passionnés qui avaient encore gardé chez eux quelques vaches de race locale, on a réussi donc à remonter un petit peu les effectifs de cette race. Alors l'association de la race béarnaise aujourd'hui est très importante puisqu'elle permet de faire la promotion de la race au niveau communication. Donc on peut trouver la race béarnaise dans des comices agricoles, dans des animations, parfois au Salon de l'Agriculture à Paris. Ensuite, l'association de sauvegarde de la race béarnaise travaille également sur plusieurs commissions. Donc nous avons une commission génétique qui permet de sélectionner, de conserver, de préserver les souches génétiques les plus intéressantes ou les plus rares de la race. Et nous avons aussi des commissions qui travaillent à la valorisation de la race, que ce soit au niveau laitier, puisque la vache béarnaise est quand même relativement laitière. On a des vaches qui peuvent faire jusqu'à 12 à 15 litres de lait par jour pour les meilleures. Et également sur la valorisation de la viande, avec l'élaboration d'un cahier des charges pour faire du veau rosé. Donc aujourd'hui, même si tout n'est pas gagné et que le statut de la vache béarnaise est encore menacé, puisqu'avec moins de 500 individus, on en reste une très petite race, l'avenir quand même paraît un peu plus clément que par le passé. Alors si vous voulez en savoir davantage sur la race béarnaise, je me permets de vous recommander un très beau livre qu'a écrit monsieur Emmanuel Ribocourt et qui vous permettra vraiment de connaître tout sur l'histoire de la race béarnaise. C'est un très beau travail. Donc si vous êtes intéressé, ça je vous le préconise. Donc voilà un petit peu pour l'histoire agricole des 70 dernières années et l'histoire succincte de la race béarnaise. Donc dans la prochaine vidéo que je vous proposerai, je vous parlerai des aptitudes de la race béarnaise et en quoi il est intéressant aujourd'hui, avec les nouvelles conditions climatiques et les nouveaux enjeux qui nous attendent, d'élever une race comme la béarnaise. Voilà, donc c'était Jérôme à la ferme de Boufil. J'espère que cette vidéo aura été instructive, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions via Facebook ou via YouTube. Je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!